commencer ce conseil municipal, je vais vous demander de vous lever. On va faire une minute de silence pour René Muel qui nous a quitté il y a pas longtemps. Je vous remercie. Bon, premier point, on va désigner un ou une secrétaire de séance. Donc je propose Karine Sariquet. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des contre? Je vous remercie. Donc je vais faire l'appel. Madame Sariquet. Présente. Monsieur Morlas-Courtis. Présent. Madame Mantier. Présente. Monsieur Dupuy. Présent. Madame Pouillon-Mange. Présente. Monsieur Minard. Oui. Monsieur Prévost arrive en retard. Madame Anglot. Présente. Monsieur de Prémorel. Présent. Madame Bernard. Présente. Monsieur Lala. Présent. Madame Chambrossier, procuration à Madame Anglot. Madame Récapé. Présente. Madame Chapka. Présente. Madame Dutil-Nora, procuration à Madame Récapé Evelyne. Monsieur Pouillès. Présent. Monsieur Omnes. Présent. Monsieur Arangois. Présent. Monsieur Colombier Jean-René, procuration à Monsieur Morlas-Courtis. Madame Menviel Marie-Ange. Présente. Monsieur Salier. Présent. Madame Duplat-Jacob, procuration à Monsieur Domer Frédéric. Madame Genillou. Présente. Monsieur Sainte-Cluc, procuration à Madame Menviel. Monsieur Domer Présent. et Monsieur Benelli. Présent. Parfait. Merci. Premier point, décision du maire. Pardon. Non, pardon. Procès verbal, excusez-moi, je souhaitais une fois. Procès verbal de séance précédente, nous n'avons pas reçu de modification. Monsieur Benelli, peut-être? Oui, on a fait de modification. Voilà. J'ai fait de modification, je fais un commentaire. Monsieur Pato, c'est Monsieur Blassans, qui était engagé à apporter plusieurs réponses par écrit. Donc je voulais savoir si vous aviez... Je les ai, je comptais vous les remettre à la fin du conseil. Voilà. Merci. Donc je vais les remettre et les remettre à tout le monde. Vous allez en faire part. Ben, il a répondu à Mme Borette, donc si vous voulez, on peut les envoyer à tout le monde par... Oui, je pense que voilà. Merci. Merci. Voilà. Je vous le donnerai en écrit. Ok. C'est M. Assibat qui a répondu à la place de M. Pato. C'est sous couvert de M. Pato. Point numéro 1, décision du maire. Ah pardon, je suis à la vue. Excusez-moi. On va passer, pas d'autres remarques, donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Reçu. Premier point, décision du maire. Donc, Alors, plusieurs décisions du maire. D'abord, la première décision porte sur une demande de subvention auprès de l'État au titre du Fonds vert pour les travaux de rénovation énergétique de la mairie. Donc, vous avez reçu le document en annexe. Et la deuxième décision porte sur la demande de subvention RHI Tirori auprès de l'ANA dans la phase de calibrage réhabilitation de l'îlot H et P. merci. Monsieur le maire, par rapport à ces deux demandes de subvention, comme le contexte actuel est un peu compliqué, est-ce que ça remet en cause les délais pour obtention? Est-ce que vous avez des informations peut-être? Alors concernant la première qui est le fonds vert, c'est acté.
Il n'y a pas de problème, c'est acté, c'est sur le menuiserie. C'est pas On bien. refait toute la menuiserie de la commune, donc c'est acté. Et concernant l'ANA, c'est en discussion avec l'ANA, mais bon, c'est bien parti puisqu'il nous impose de faire un dossier dont on va parler un peu plus haut. Ça n'a rien à voir avec l'ANA, n'a rien à voir avec l'État, c'est vraiment à part. Point numéro 2, transfert de la compétence IRVE, TE64. Donc, monsieur Lalard. Merci, monsieur le maire. Donc, tout le monde l'a vu, il y en a un peu plus de 2 pages, donc je vais faire un léger condensé. J'ai bien léger. Donc, avant tout, IRVE, ça veut dire infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que l'article 68 de la loi d'orientation des mobilités prévoit la possibilité pour les collectivités ou établissements publics de réaliser un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Il s'agit d'un dispositif qui donne à la collectivité un rôle de chef de file du développement des infrastructures de recharge sur son territoire, pour aboutir à une offre coordonnée entre les maîtres d'ouvrage publics et privés, cohérente avec les politiques locales de mobilité et adaptée aux besoins des usagers. Le développement d'une offre de recharge pour véhicules électriques a pour but d'accompagner l'augmentation croissante des ventes de véhicules électriques et hybrides constatée au cours des 5 dernières années. Donc, je passe un petit paragraphe. À l'échelle départementale notamment, le réseau actuel d'IRVE, ouvert au public, dont 260 points de charge installés en Béarn et Pays Basque par TE64, a effacé une partie des craintes des usagers décidant d'utiliser un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Dans les Pyrénées-Atlantiques, le SDIR donc, a été porté par TE64 qui s'est appuyé durant 10 mois sur les acteurs publics et privés du département pour réaliser ce schéma qui a fait l'objet d'une validation de Monsieur le Préfet en novembre 2023. Bien entendu, la réglementation encadre le contenu du SDIR qui doit comprendre un diagnostic, état des lieux, évaluation, etc., les priorités et objectifs en matière d'IRVE, une approche géographique et économique du déploiement, un calendrier d'action et un dispositif de suivi et de mise à jour. Aussi, ce schéma a permis d'arrêter des préconisations opérationnelles quant à la stratégie de développement des IRVE dans le département afin de répondre à la demande des usagers au cours des années à venir avec les échéances 2025, 2030 et 2035 par un premier déploiement de 900 points de charge à court terme. L'objectif est dorénavant de concrétiser ces orientations par le développement des équipements nécessaires sur l'ensemble du territoire en Béarn et Pays Basque. L'articulation des maîtrises d'ouvrage publics et privés étant au cœur de la stratégie de déploiement. Au travers des consultations menées auprès des communes du département par le TE64 ainsi qu'auprès d'Enedis, gestionnaire du réseau, qui coordonne les raccordements des bornes, il apparaît que l'offre privée d'IRVE installée sur le domaine public dans le département est à ce jour encore faible, donc insuffisante ou inadéquate, ce qui caractérise une carence de l'initiative privée en la matière. Or, l'article L224-34 du Code général des collectivités territoriales indique que la collectivité peut créer, entretenir ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation d'IRVE sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante, inadéquate. Le schéma réalisé a mis en évidence l'intérêt que présente l'organisation d'une initiative supracommunale du développement des IRVE sur le territoire. Cette initiative devant permettre notamment d'assurer une couverture géographique, une harmonisation technologique et tarifaire, une optimisation des aspects financiers et techniques, une efficace coordination avec les autres aménageurs du territoire. Cependant, aucun syndicat des mobilités ou EPCI à fiscalité propre du département n'ayant manifesté la volonté de mener cette initiative sur son territoire, le bureau du TE64, après une analyse technico-économique, vient de valider le portage de ce projet structurant par le syndicat à l'échelle départementale.
La commune est par conséquent sollicitée pour se positionner sur les transferts de la compétence IRVE à TE64 dans le cadre des dispositions de l'article L224-37 du CGCT. Si la commune transfère la compétence à TE64 dans les conditions fixées par ses statuts, celui-ci assurera la maîtrise d'ouvrage du projet, sachant que pour intervenir dans ce domaine, le mode opératoire retenu par le TE64 est la délégation de services publics de type concessif. Cela signifie que le futur délégataire assurera l'investissement en lieu et place de la collectivité, exploitera le service, maintenance technique, supervision, paiement d'électricité et se rémunérera exclusivement via le prix de la charge dont s'acquittera l'usager auprès de lui. La collectivité ne contribuera donc pas financièrement à ce projet. La procédure correspondante lancée à la rentrée 2024 se traduira, compte tenu des délais impartis, par une attribution de la délégation en avril 2025, ce qui permettra d'engager une part significative du déploiement envisagé avant la fin de l'année 2025. Les conditions du transfert de compétences ont été validées par le comité syndical du TE64 le 17 septembre 2024 et intégrées dans une convention traduisant les conditions techniques, administratives, juridiques et financières de transfert et d'exercice de la compétence IRVE, celle-ci étant annexée à la présente note. Monsieur le maire propose à l'Assemblée de transférer la compétence IRVE à TE64. Y a-t-il des questions? Monsieur Benny? Oui, j'ai des différentes questions sur la convention d'application qui nous a été remise. Donc, notamment, je note que les emplacements, a priori, il y a 35 mètres carrés par emplacement, c'est bien ça? Normalement, oui. Donc, est-ce qu'il y aura un emplacement, plusieurs emplacements? Alors, ce sera 4 emplacements max sur la commune de Salis. Pardon? Oui, ces 4 emplacements, ils sont, parce que c'est par tranche, donc ces 4 emplacements à terme de toute façon l'étude pousse sur 4 placements. Ces placements seront, donc il va y avoir tout le process qui va être mis en place et le candidat retenu fera des propositions à la mairie pour ces 4 emplacements, voire peut-être que 3. On ne sait pas. Et là, on décidera si on accepte où c'est qu'ils nous les mettent ou pas. S'ils veulent nous en mettre une place pleine place du Bailliat, ce sera non. Voilà. Donc il y a plein de choses après derrière qui vont se conjuguer. Enfin, c'est une bonne remarque ce que vous faites, parce que place du Bailliat, par exemple, c'est en zone bleue, mais il y a... Oui, non, mais c'est pour vous dire... La gratuité ou non du stationnement par la commune, donc pour les places réservées aux IRVE, là aussi, il y aura une concertation donc avec la commune, et TE64, est-ce que c'est quelque chose... La borne sera affectée à une recharge. Donc, à partir de là, le véhicule qui stationne devrait être en charge, donc il paiera directement à IRVE. Voilà, mais la place, c'est un placement, il n'y aura pas de disque. Ah non, il n'y aura pas de disque, non. Il sera en période de charge. Voilà, placement réservé. J'ai encore une question sur... Oui, voilà, donc, parce que donc, à l'article 2, qui nous renvoie à l'annexe 2 bis, donc justement les questions de parking 2 à commune, donc c'est là où on n'a pas les informations, mais on les aura. Tout à fait. On les aura en temps et en heure, et sous validation du maire. D'accord. Okay. Normalement c'est bon, j'ai ma réponse par rapport à la question que j'avais posée. Alors, je veux juste rajouter, comme c'est écrit, c'est que cette maîtrise d'ouvrage va se mettre aussi en accord avec du privé, c'est-à-dire les supermarchés, aires d'autoroute, etc. Mais l'autoroute, ce n'est pas le cas ici. Donc, ça veut dire que, par exemple, Carrefour Market, rien n'empêchera de mettre des bandes de recharge sur le et peut-être en rajouter, c'est de faire. Ils sont en cours, tout à fait. Monsieur Lalaf, c'est pour ça que le nombre de 4 places est acté, parce qu'il y avait déjà les demandes faites. Oui. Merci, d'autres questions. Alors on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Qui est contre? Merci. Merci. Point suivant, convention de partenariat avec l'association pour la vie. Madame Poyenmange.
Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire informe l'Assemblée que l'Association pour la vie, association loi 1901, a pour objet de mener des actions au profit d'enfants atteints de myopathie de Duchenne. Elle a initié le projet de collecte de téléphones mobiles et objets électroniques inutilisés en partenariat avec l'entreprise BAC 2. Afin de mener à bien ce projet, l'association recherche des partenaires qui pourraient participer à cette collecte à la fois écologique et solidaire. L'association propose à la commune de lui donner les téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs portables, appareils photo, objets connectés provenant du service des objets trouvés, police municipale, non réclamés par leur propriétaire après le délai légal en vigueur et non repris par le service des domaines avec une obligation de traitement environnemental et d'effacement des données personnelles. Monsieur le maire propose d'accepter le partenariat avec l'association pour la vie et sollicite l'autorisation de signer la convention jointe en annexe. Avez-vous des questions? Monsieur Benigui. Oui, écoutez, c'est louable, cette demande est louable. Alors moi j'étais un petit peu plus loin, j'ai regardé ce qu'est cette société BAK2. En fait, c'est cette société qui promeut la recherche de ce type de matériel. Donc, elle donne deux options. Elle donne l'option aux associations de s'adresser à elle, ce que cette association pour la vie a certainement fait. Donc, c'est pas tellement à cette association que mes questions s'adressent, ce serait plus à la société BAK2. Donc, j'ai regardé cette société, j'étais sur le registre de commerce là où ils sont inscrits, et dans les statuts, et j'ai pas trouvé d'informations sur la gestion des déchets, le traitement des déchets par rapport à ces matériels. Donc je trouve que c'est une information qu'on devrait avoir. Vous voyez, il ne faudrait pas que ça se retrouve dans certains containers à certaines destinations. Donc là, c'est une information quand même qui est pas précisée. Cette société, il faut savoir, je vous invite à regarder, je peux vous faire suivre, mais à 50%, elle est détenue par un fonds qui est à Hong Kong. Donc c'est pas tout à fait clair quand même. Alors moi je suis assez réticent. Alors je trouve ça très bien, hein, c'est pas sûr. Je trouve ça très bien de récupérer ce type de matériel. C'est plus par rapport à la filière. Donc sachant que on pourrait peut-être faire une recherche un peu plus approfondie ou demander des garanties peut-être avant de s'engager. Donc moi à l'état, comme j'ai pas tous les éléments, je vote réponse. Voilà. Si vous avez des réponses à ces questions. Alors, je n'ai pas toutes les réponses à vous apporter, notamment sur la société, parce que je ne suis pas allé voir. Moi, j'ai traité avec l'association qui nous a dit que du bien de cette société, puisque le but, c'est, et c'est bien marqué, hein, par ailleurs, la mairie souhaite encourager les projets de développement durable qui favorisent la protection de l'environnement et la solidarité envers les populations défavorisées. C'est-à-dire, c'est du recyclage de téléphones ou d'objets actuels pour pouvoir les donner à des personnes défavorisées. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai traité qu'avec l'association. Après, c'est vrai que si on va beaucoup plus loin... Par rapport à l'aspect écologique, il faut être savoir où vont les déchets. Alors, si on peut avoir une garantie, c'est bien, ou alors peut-être, je sais pas. Voilà. Une des options qu'on pourrait avoir, par exemple, parce que effectivement je regardais le délai de la convention, elle est de 1 an reconductible. Effectivement, vous posez des bonnes questions. Est-ce qu'on pourrait éventuellement s'engager sur cette année en demandant parallèlement où vont ces déchets, de façon à ne pas mettre l'association pour la vie en difficulté quelconque, c'est pas nous qui avons la grande difficulté, mais de s'engager sur 1 an et de voir si on n'a pas des réponses satisfaisantes dans ce délai-là, on ne renouvelle pas. Non, mais c'est pas la question, mais c'est effectivement une bonne question de savoir que moi j'ai traité qu'avec l'association qui est dans ce but-là, d'aider des personnes favorisées en recyclant des téléphones qui ont des appareils qui ont servi et qui ne servent plus, qui sont soit abandonnés ou soit dans des endroits anti-pollution. Voilà. C'est ça lié ? Oui, par rapport à tous ces objets-là, il y en a beaucoup qui sont qu'on retrouve ou abandonnés. Il y en a quelques-uns, je ne peux pas vous dire le nom, parce que c'est à la discrétion de la police municipale qui collecte et qui enregistre tous les dépôts que l'on a. Voilà. Mais il y en a peu. Il y en a peu. Je ne peux pas vous dire.
Si c'est 10, 20, 30, Oui, il non, n'y en a mais pas c'est- beaucoup. voilà, Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. C'est pour ça qu'ils se permettent de faire ça, puisque au bout d'un an, Oui. c'est abandonné. un an et un jour. Voilà, c'est abandonné. Je vais apporter par contre un élément, pas pour la police municipale, mais parallèlement à ça, quand les 2 fois on a fait des collectes, une fois dans le cadre du Tour de France et une autre fois c'était alors, j'ai plus la société en tête, mais on l'a fait 2 fois. Oui, on l'a fait 2 fois. Récemment, et on a récupéré, je crois, entre 70 et 80 téléphones. Donc c'est pas mal. Cette action, Tour de France, c'est ramasse sur la scène. Un nombre incalculable de téléphones. Excusez mon retard, pour un lycée. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre? Monsieur Benny. Qui s'abstient? Abstention. 2 abstentions. Les noms, s'il vous plaît. Madame Maviel. Alors, qui s'abstient? François Minard, Ghislaine Bernard, Jean-Michel Holmes, Monsieur, ce n'était plus que Madame Menguel. Je vous remercie. Merci. Point suivant. Déplacement d'une portion du chemin rural du Haut, suppression et élimination de l'ancienne emprise, finalisation de la procédure. Monsieur Pouillès. Merci, monsieur le maire. Déplacement de portillon du chemin rural du Haut, suppression de l'aliénation de l'ancienne emprise, finalisation de la procédure. Monsieur le maire rappelle qu'en séance du 6 décembre 2023 et 26 juin 2024, le conseil municipal a accepté le principe du déplacement d'une portion du chemin rural du Haut, de la suppression et de l'aliénation de l'ancienne emprise au profit du propriétaire riverain, la SCI du Haut. Il a chargé monsieur le maire de soumettre le projet à l'enquête publique. L'enquête publique a été réalisée du 5 au 19 août 2024 et a donné lieu à la production d'un rapport du commissaire enquêteur désigné, joint en annexe. Compte tenu de l'avis favorable du commissaire enquêteur et qu'aucune personne intéressée au maintien du chemin ne s'est manifestée, monsieur le maire propose de finaliser le déplacement d'une portion du chemin rural du Haut, la suppression de l'aliénation de l'emprise et de l'ancienne emprise. Avez-vous des questions? Non, c'est le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point suivant. Convention de gestion en flux de réservation avec l'Office 64 de l'habitat. Madame Antier. Oui, monsieur le maire explique que la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, ELAN, généralise la gestion en flux annuel des droits de réservation des logements locatifs sociaux. Elle marque une évolution dans les pratiques d'attribution des organismes de logement social, en passant d'une identification des droits de réservation au logement à une part de flux annuel de logements disponibles exprimée en pourcentage par réservataire. Le décret du 20 février 2020 précise les conditions de mise en œuvre et rend obligatoire la signature d'une convention de réservation entre le bailleur et chaque réservateur. La loi 3DS, loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, est venue reporter la date butoir de mise en conformité au 24 novembre 2023. Monsieur le maire précise que les conditions d'attribution en commission restent inchangées et propose d'accepter la convention jointe en annexe et sollicite l'autorisation du conseil municipal pour la signer. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je propose au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Point suivant. Convention d'exploitation de la crypte du Baillat et gestion du petit train par l'Office du tourisme. Madame Serrité. Monsieur le maire rappelle qu'en séance du 16 mars 2022, le conseil municipal a autorisé à signer une convention avec l'Office du tourisme pour l'exploitation de la crypte du Baillat et la gestion du petit train. Celle-ci arrivant à expiration le 30 mars prochain, monsieur le maire propose de renouveler la convention en prévoyant un commissionnement au profit de la commune. La convention vous a été envoyée en annexe. Alors, petite subtilité, là, cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une convention pluriannuelle, mais d'une convention sur un an
pour ne pas être bloquant pour les personnes qui seront là au prochain mandat. Avez-vous des questions? On passe au... Monsieur pardon. Juste une question annexe en fait. Comme on parle juste de la crypte, comme il y a eu en octobre, elle a été inondée. Aujourd'hui, on a un petit état des lieux. Tout est. Aujourd'hui, elle a été vidée, elle sera nettoyée pour la saison prochaine, tout simplement. Donc il n'y a pas de. Ça s'engager des gros frais pour la municipalité? Normalement, non. Normalement, non. Non? Vous avez des évaluations? Normalement, il n'y aura pas de frais, peut-être à repointer tout ce qui est électrique, mais ça avait été protégé. Oui. Donc on attend de voir quand on décidera de faire le nettoyage. Et ça sera prêt pour la saison prochaine. Oui, juste, donc j'ai repris la délibération du mois de mars 2022, là, et en regardant les notes, j'ai noté qu'on avait voté en fait ce commissionnement, et on le justifiait en parlant du nettoyage et des conditions sanitaires, si vous vous rappelez bien, par rapport à l'utilisation. Donc ce que je voulais savoir, c'est si les agents si les agents municipaux continuent à nettoyer comme ça, ou pas, puisque c'est plus dans la convention. Oui, c'est de temps en temps, ils nettoient et c'est les services aussi municipaux qui ouvrent, qui procèdent aux ouvertures et aux fermetures de la crypte, bon, sauf Oui, quand on a week-end, quand c'est nous. Quand on a parlé du commissionnement de 1,75, vous êtes d'accord, on avait bien évoqué. Oui, ça faisait partie des frais, tout à fait. Oui. Ça veut parler aujourd'hui, on fait 6 de mars. On ne va pas se mentir, hein, ça ne couvre absolument pas les dépenses de la commune, hein, que ce soit pour le petit train ou la crypte, hein, le reversement des 1 euro de chèque, de 4 euros. Mais bon, c'est histoire de participer. Pardon. S'il n'y a plus d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point suivant, dépôt de demande de subvention auprès de l'ANA, RHI Tirori pour du lot H et P. Monsieur Dupoil. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle que des études sont menées par le cabinet Urbanis pour la mise en sécurité et la réhabilitation des îlots H et P. Des financements sont possibles dans le cadre de 2 dispositifs, la résorption de l'habitat insalubre, irrémédiable ou dangereux et le traitement de l'habitat insalubre, remédiable ou dangereux et des opérations de restauration immobilière. L'ANA accompagne les collectivités pour ces 2 dispositifs. Monsieur le maire propose donc de déposer un dossier de demande d'éligibilité auprès de l'ANA pour obtenir un soutien financier dans le cadre du dispositif RHI Tirori, de l'autoriser à signer toute pièce administrative complémentaire qui serait utile au traitement de ce dossier de demande d'éligibilité pour un passage en commission nationale de lutte contre l'habitat indigne. Alors, si vous avez des questions... Je peux éventuellement amener quelques petites précisions. Nous sommes plus dans le RHI, car ça consiste à la démolition et à la reconstruction, alors que le Tirori, c'est la construction ou de la réhabilitation, sans démolition. Voilà, c'est les jeux de mots pour que vous puissiez connaître les 2 choses. Et l'étude que propose Urbanis, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 65 600 € subventionnés à 70% par l'ANA. Voilà pourquoi on est obligé de faire comme ça. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point suivant, proposition de dénomination d'une voie, impasse de l'Ermitage, Monsieur Jean Loupis. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire expose qu'une construction est en cours de réalisation à proximité d'une voie communale non dénommée à ce jour. Il appartient donc au conseil municipal de dénommer cette voie perpendiculaire au chemin Lavalère. Monsieur le maire propose de la nommer impasse de l'Ermitage, nom du quartier, lieu-dit, figurant sur les anciens plans cadastraux. Avez-vous des questions? Monsieur Benigui. Oui, juste puisque c'est une voie non dénommée à ce jour et qu'on crée quelque chose, est-ce qu'on ne pourrait pas doubler en occitan le nom de cette impasse? Je n'ai pas de proposition aujourd'hui, mais je vais m'engager à vous faire une proposition.
Si on commence par ça, il va falloir mettre partout tout doublé. Ça va faire, pour moi, c'est une pollution visuelle supplémentaire. Je veux bien qu'on défende la langue, ce qui est normal, puisque c'est notre langue, indirectement. Mais on ne peut pas en mettre partout, et ça, un panneau a un coût quand même assez important. Voilà. Des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point suivant, révision des tarifs du cimetière 2025, Monsieur Arengois. Merci Monsieur le maire. Alors, Monsieur le maire rappelle qu'en séance du 11 septembre dernier, le conseil municipal a fixé les tarifs cimetières pour l'année 2025. Il convient de modifier pour des motifs de conformité à la réglementation. Donc on modifiera les indications du prix au mètre et à la taille des concessions non communiquées au préalable par les pompes funèbres. Alors, sur les modifications, le prix au mètre carré sur les emplacements a été modifié, suivant la réglementation. Donc, sur les temporaires à 15 ans, sur un achat de concession à 100 euros, on passe à 80 euros. Sur les trentenaires à 130 euros et sur les cinquantenaires à 220 euros. Donc après le prix au mètre carré nous a été donné par les pompes funèbres. Donc sur les deux places, on passe à 3 mètres carrés. Donc, ce qui fait que pour les temporaires 15 ans, le prix est de 240 euros. Pour les trentenaires de 390 euros. Pour les cinquantenaires de 660 euros. Et pour les caveaux de 4 à 6 places, donc maintenant au lieu de 5 mètres carrés, il passe à 4 mètres 50 au mètre carré. Pour les temporaires, ce qui équivaut au prix de 360 euros, pour les trentenaires, 585 euros, et les cinquantenaires, 990 euros. Alors après, pour les achats de concessions avec caveau, on a précisé le prix du caveau plus le prix de l'emplacement. Donc pour les 3 mètres carrés, les deux places, pour les temporaires 15 ans, on passerait à un prix total de 2170 euros, pour les trentenaires de 2320 euros, et pour les cinquantenaires de 2590 euros. Et pour les 4 places à 4,50 mètres carrés, à 4,50 mètres carrés, pardon, pour les temporaires, 3130 euros, pour les trentenaires, 3355 euros, et les cinquantenaires, 3760 euros. Ensuite, sur les achats de concessions avec caveau existants, toujours le même principe, pour les deux places, pour les temporaires, 1210 euros, trentenaires, 1360 euros, cinquantenaires, 1630 euros. Et pour les 4 places, temporaire 1750 euros, trentenaire 1975 euros et cinquantenaire 2380 euros. Donc on précise pour les cavernes qu'elles font 1 mètre carré, donc plus le coût de l'emplacement, ce qui équivaut pour les 15 ans 310 euros, les 30 ans 360 euros, et pour les columbariums, pas de changement, pour les 15 ans 305 euros, 30 ans 350 euros. Bien sûr, le jardin du souvenir reste gratuit. Avez-vous des questions? Donc je passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Merci. Révision des tarifs de location du matériel pour 2025, Monsieur Minard. Merci, monsieur. Monsieur le maire rappelle qu'en séance du 11 septembre dernier, le conseil municipal a fixé les tarifs de location de matériel pour l'année 2025. Pour en faciliter l'application, il convient d'y apporter les précisions. Alors le tarif est toujours le même, mais par contre le tarif applicable aux particuliers, c'est celui-là, 62, 195, etc. Gratuit pour toutes les associations salisiennes qui organisent des animations sur la commune. Et ensuite, le tarif applicable aux particuliers pour le camion, etc., il ne change pas, mais c'est pour les particuliers et les associations. Donc, monsieur le maire propose d'accepter ces modifications, si vous en êtes d'accord. Avez-vous des questions? Bon, passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Point suivant, donc règlement d'attribution des subventions aux associations. Madame Sariquet. Monsieur le maire rappelle qu'un règlement d'attribution des subventions a été adopté par délibération numéro 2019-74 du 10 octobre 2019. Constatant que certaines associations tardent à solliciter le versement de la subvention,
Monsieur le maire propose de modifier l'article 10 du règlement. Ainsi, le délai maximum pour solliciter le versement serait fixé au 31 octobre de l'année N. Monsieur le maire sollicite l'autorisation du conseil municipal pour modifier le règlement dont le projet vous a été joint en annexe. En complément de ça, on vous propose de nous réunir en début d'année prochaine pour éventuellement, là il s'agissait un peu d'une sollicitation des services en fait qui doivent boucler les comptes en fin d'année. Mais ça serait peut-être intéressant qu'on travaille à voir s'il y a des modifications d'articles plus avant à faire, et donc on vous propose de nous réunir plus avant en début d'année prochaine pour ce faire. Est-ce que vous avez des questions? Oui, alors justement, moi j'avais une question sur l'article numéro 5, on a déjà parlé, les critères d'attribution. Le montant de la subvention sera déterminé par un conseil d'élus adjoint au maire en fonction de critères d'information et d'analyse tangibles et quantifiables. Les élus en charge de la responsabilité d'une association sollicitant une subvention ne siégeront pas à ce conseil. Je pense que cet article, il faudrait le revoir. Mais c'est ce que vous propose Madame Sarriquet, juste un préambule. Donc ça me gêne de voter, parce que moi je ne suis pas d'accord avec cet article, donc je voterai contre. Non, mais là, on vous demande une modification juste pour cette chose-là. Et ce règlement, on vous propose de le modifier plus tard. Voilà, donc tant qu'à faire. C'est pas la question. Oui, vous comprenez. Là, tant qu'à faire, pour moi, on changerait tout. Alors, je comprends que vous le sollicitez. Maintenant, c'est bien règlement d'attribution des subventions aux associations. Donc, tant qu'à le modifier, on pourrait modifier cet article. Donc là, je vote contre, et puis le jour où on l'aura discuté, je serai pour. C'est bien noté. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Frédéric. Vous avez indiqué que vous vouliez travailler en début d'année sur le sujet. Alors, l'ensemble du conseil ou certaines commissions en particulier? Que ceux qui ont des bonnes têtes, non. Ensemble du conseil municipal, bien sûr. D'accord. Donc le conseil... Ceux qui le souhaitent, bien sûr. Et ceux qui seront présents. Le maximum de conseils. Et surtout ceux qui seront présents à l'invitation. Oui, c'est ça. C'est pas dans le cadre d'une commission particulière sur thématique, c'est qu'on va inviter tout le monde, un peu comme on l'avait fait pour les zones 30 et 20. Ça va être une réunion de travail élargie. D'accord. Donc je rebondis sur Monsieur le maire, sur ceux qui seront présents. Ceux qui seront donc, présents. un horaire qui permet... il y aura un horaire qui sera fixé, désolé. Et là, vous êtes présent ou pas, vous vous adaptez ou pas. Et surtout, c'est que c'est quelque chose qui date de 2019. Le débat est faux. Oui, non mais vous nous reprochez tout plein de choses depuis que nous sommes élus, mais ça date depuis 2019, donc on est resté sur cette chose-là, et comme le coup on était dans la vérité, et on vous propose, si on vous propose de le modifier, c'est qu'on prend conscience aussi qu'il y a par moment, il faut savoir aménager les choses. Donc on est resté sur certaines choses. Ah oui, non, mais tout simplement. On est tout à fait d'accord. Non mais ça montre que nous sommes constructifs. On est d'accord pour y travailler. Après, si vous voulez le maximum de personnes pour y travailler, voilà, il faut faire ça à un horaire qui ne permet pas aux gens d'être là. Ça, on l'a déjà dit aussi. Oui, non, mais nous faisons des commissions des fois le samedi matin, il n'y a personne qui vient. Pourtant, le samedi matin, il y en a beaucoup qui sont disponibles. Voilà. Mais on fera une convocation en temps et en heure comme il faut. Le samedi matin, mais non. Vous pouvez compter sur l'opposition. Non, malheureusement pas pour toutes les commissions. C'est un point de vue. Et c'est réel. Karine, on fait voter. S'il n'y a plus de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Un contre, M. Benegui. Qui s'abstient? Merci beaucoup. Merci. Point suivant, donc numéro 12, réforme des redevances des agences de l'eau à compter du 1er janvier 2025. Monsieur Dutoy. Merci. Alors, Monsieur le maire informe l'Assemblée que l'Agence de l'eau met en place 3 nouvelles redevances à partir du 1er janvier 2025. Une redevance sur la consommation d'eau potable, due par chaque abonné au réseau public d'eau potable sans distinction entre consommation domestique et industrielle. Une redevance pour la performance des réseaux d'eau potable, due par les communes ou leur établissement public compétent en distribution d'eau potable. Une redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, due par les communes ou leurs établissements publics compétents en traitement des eaux usées.
Le décret numéro 2024-787 du 9 juillet 2024 portant modification des dispositions relatives aux redevances des agences de l'eau prévoit la possibilité pour la commune de percevoir dès 2025 auprès des abonnés les contre-valeurs des redevances qu'elle reversera à l'agence de l'eau en 2026. Concernant la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif, elle est facturée par l'agence de l'eau aux collectivités compétentes pour traitement des eaux usées, maître d'ouvrage de station d'épuration, qui en sont les redevables, ou alors les établissements publics de coopération compétents. Le tarif de base fixé par l'agence de l'eau Adour-Garonne est fixé à 35 centimes d'euros hors taxe par mètre cube, délibération DL-CA 24-49 du 10 octobre 2024. Le tarif applicable est modulé en fonction de la performance du ou des systèmes d'assainissement collectif, station d'épuration et l'ensemble du système de collecte des eaux usées raccordé à cette station d'épuration, de la collectivité compétente pour traitement des eaux usées, maître d'ouvrage de la ou des stations d'épuration. Il est égal au tarif de base multiplié par un coefficient de modulation compris entre 0,3, objectif de performance maximale atteint, et 1, objectif de performance minimale non atteint, pas d'abattement de la redevance. L'assiette de cette redevance est constituée par les volumes facturés durant l'année. L'agence de l'eau facture la redevance à la collectivité au début de l'année civile qui suit. La redevance est répercutée par anticipation sur chaque usager du service public de l'assainissement collectif sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assujetti à la redevance d'assainissement et doit faire l'objet d'une individualisation sur la facture d'assainissement. Monsieur le maire informe que pour l'année 2025, le taux de modulation est fixé forfaitairement à 0,3 pour la redevance performance des systèmes d'assainissement collectif, la performance des systèmes d'assainissement n'étant pas prise en compte pour cette première année. Considérant qu'il convient donc de fixer le tarif de la contre-valeur pour la redevance pour performance des systèmes d'assainissement qui doit être répercuté sur chaque usager du service public d'assainissement collectif sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assaini. Sachant qu'il appartient à la SOR, délégataire en charge du recouvrement de la redevance d'assainissement collectif, de facturer et d'encaisser auprès des usagers ce supplément au prix du mètre cube d'eau assaini et de reverser à la commune les sommes encaissées à ce titre dans le cadre du contrat et du mandat d'encaissement, Monsieur le maire propose de fixer à 35 centimes d'euros le mètre cube la contre-valeur correspondant à la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif. 3,5. Ah, il y a un 0 de trop. Un virgule, il faut la décaler à droite. Devant être répercuté sur chaque usager du service public d'assainissement collectif sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assaini applicable à compter du 1er janvier 2025. La redevance pour la performance d'assainissement collectif sera donc de 10,5 centimes d'euros par mètre cube. Celles qui seront facturées aux usagers, ce sera donc 10,5 centimes d'euros par mètre cube. Que cette contre-valeur de la redevance pour performance des réseaux d'assainissement collectif est facturée et encaissée auprès des usagers du service public de l'assainissement collectif et reversée à la commune au titre de sa compétence pour le traitement des eaux usées selon les modalités déterminées dans la convention du mandat d'encaissement. Monsieur le maire sollicite donc l'avis du conseil municipal sur cet élément. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Pénic. Oui, écoutez, déjà merci parce que les documents sont vraiment complets. Là, c'est un message pour le syndicat, notre syndicat qui ne nous a pas fourni toutes ces informations. Donc là, c'est vraiment complet. En fait, bon, vous l'expliquez, mais peut-être pas. De quel syndicat vous parlez, monsieur? Le syndicat, le SIAEP, syndicat intercommunal. Je voulais le savoir, non, mais ça fait du bien de savoir. Il y a deux représentants, dont un vice-président. M. Salier et Mina ont pris le message. Parce qu'on a eu l'information un petit peu comme ça, en coup de vent à la fin du dernier conseil syndical, alors que là, donc, on a la vraie information. Donc, il est clairement expliqué pourquoi on va payer des redevances. Pour moi, ça va dans le bon sens parce que c'est vraiment le principe pollueur-payeur. Donc, c'est ça qui est illustré.
Par contre, on va partir vraiment d'un point bas, et il faut savoir que le 0,3, on n'y est pas. Donc c'est un peu idyllique, mais les gens vont payer beaucoup plus à terme. C'est ça qu'il faut. Il faudrait, je ne sais pas, c'est pas expliqué directement, mais à la fin 2025, je pense qu'on va passer, je ne veux pas dire qu'on va passer à 1, mais peut-être. Donc on va plutôt approcher les 30 centimes que les 10 centimes 50, si vous êtes d'accord avec moi. Oui, c'est ça. On en a conscience, on en a parlé, bon, malgré tout. Là, le message, on ne le voit pas, peut-être pas dans cette information. Monsieur Lévy, nous avons reçu cette note, cette information, le 4 décembre. Non, mais je vous remercie, c'est vraiment... Pour vous dire, le travail qu'il a fallu faire en peu de temps, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, sans aucune information. Il y a un webinaire qui est prévu la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, l'autre après, sur lequel je vais participer, parce que bon, entendre tout ça du jour au lendemain et être mis devant le fait accompli, c'est 3 taxes supplémentaires que tout particulier va supporter. Donc c'est un coût supplémentaire. Après, comme on dit, pollueur-payeur. Le fait est que, si vous voulez, les gens qui n'étaient pas vertueux, ils pouvaient s'échapper. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'échapper. Donc quand on a un patrimoine qui est en mauvais état, quand on ne fait pas les investissements tout au long des années, on le paye. C'est ça que ça veut dire. Donc là, aujourd'hui, on pouvait maintenir des prix de l'eau ou de l'assainissement qui n'étaient pas élevés. Aujourd'hui, on ne peut plus. Et là, c'est l'usager qui va directement payer, et l'usager, s'il est mécontent, il pourra s'adresser à sa collectivité en disant qu'est-ce que vous faites pour moi, puisque c'est ça que ça veut dire. Il faut comprendre l'articulation. Alors c'est sûr qu'il faut avaler tout ça, mais c'est ça que ça veut dire. Donc là aujourd'hui, c'est peut-être, je comprends, puisque c'est la règle de partir de 0,3, mais on sait très bien qu'on n'est pas à 0,3. Oui, tout à fait. Monsieur le maire, par rapport justement par rapport à toutes ces données et toutes ces explications qu'on a reçues aussi, je tiens à souligner aussi que nous aussi au syndicat on a reçu les notes. Tout le monde a reçu en même temps. Vraiment au dernier moment. Donc pour analyser ça, nous on avait un conseil syndical le 20 novembre. Donc il a fallu passer la délibération le plus rapidement possible. Parce que c'est une mise en œuvre au 1er janvier 2025. Donc les données aussi, et voilà. Donc là on a un peu plus de temps pour analyser tout. Je vous rejoins aussi par rapport à ces indices. Il faut se dire que l'année 2025, ça va être une année de référence. C'est pour ça que les indices on prend les indices du minimum. On sait très bien que l'année 2026, par rapport aux performances, que ce soit le réseau ou le réseau d'assainissement, ça risque d'augmenter. Voilà. Ça risque pas. Ça va augmenter. Il n'y a pas de risque, ça va augmenter. Par rapport au résultat fin 2025 qui va être fourni aux agences de l'eau qui fournissent. Il faut envoyer un message clair, ça va augmenter. Et puis, ça va augmenter, mais il faut attendre le résultat fin 2025. Ouais, et puis on va pas dire tout de suite on va augmenter. Donc, ouais. On ne sait pas quel indice on va être fixé. Non, mais c'est on pour ne sait avoir pas quel indice. Là, on choisit l'indice le plus bas. On est à l'agence de l'eau, au syndicat, on est à 0,20. Là, le plus bas, c'est 0,35. Mais, voilà, on va attendre les résultats de performance fin 2025. Alors, l'agence de l'eau ne fait pas ça pour rien. Aujourd'hui, toutes les collectivités, on doit être aux normes le plus rapidement possible. Il y a un transfert de compétences qui va être fait malgré l'annonce de l'ancien Premier ministre qui s'est fait virer, M. Barnier, qui disait ne pas faire transmettre la compétence assainissement aux EPCI. Donc ça suit son cours. Donc c'est prévu en 2026, 1er janvier 2026. Donc l'agence de l'eau va être un partenaire financier très important pour toutes les collectivités, EPCI, syndicats, et ainsi de suite, pour faire de l'amélioration dans tous les réseaux d'assainissement. Donc c'est pour ça qu'il commence à mettre aussi en charge quelques provisions qu'il va falloir. Il y a cette vision-là, il y a aussi la vision communale de faire des provisions aussi à travers la redevance. Non mais tout à fait, c'est tout un ensemble, mais là on subit 3 facturations de l'agence de l'eau. On subit, voilà, on subit, on n'a pas trop le choix. Parce qu'on sera des demandeurs de financement plus tard auprès de l'agence de l'eau. Voilà, ils nous mettent ça en fin d'année, et publication au 1er janvier. Comme un cheveu sur la soupe, comme j'ai dit tout à l'heure. Moi-même j'ai pris contact avec le président du département qui n'était pas au courant, donc je l'ai tenu informé très rapidement de cette chose-là. Et j'ai vu Frédéric Espagnac,
sénatrice qui allait à un déjeuner avec le nouveau préfet et elle devait lui en parler. J'attends son retour. Elle m'avait dit qu'elle allait en parler. Alors, on a parlé de tout ça lors d'une réunion ensemble à Pau. Bon, Voilà. Oui, oui. Tous les politiques sont dessus en même temps. Les documents datent du 25 juin 2024 et du 9 juillet 2024. Alors c'est la mise en application, mais les informations, elles sont... Non, elles n'ont pas été communiquées, monsieur. Monsieur Benigui, attends, pardon, monsieur Salier. On ne vous met pas le couteau sous la gorge. Non. Il faut avancer dans ces Non. Monsieur Benigui, ces informations, elles nous sont tombées au mois de décembre, fin novembre, début décembre. On a été informé de ces choses-là par l'agence de l'eau lors d'une réunion avec le préfet des Pyrénées-Atlantiques au mi-octobre, où certains maires étaient reçus et convoqués pour nous expliquer tout ça par rapport aux futures mises aux normes qu'il y aura à faire concernant les assainissements. Voilà. Et tout le monde a découvert une partie, et tant que ce n'était pas validé par l'agence de l'eau, ils ne l'envoyaient pas. Et ça a été validé dernièrement à l'agence de l'eau. Voilà pourquoi on l'a reçu si tardivement. Ah bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, il y a un vote à faire, oui. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Point numéro 13, demande de subvention exceptionnelle du club cyclotouriste salisien. Madame Ricapé. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire expose que le club cyclotouriste salisien, qui a assuré la sécurité de la marche organisée dans le cadre d'Octobre Rose, sollicite le versement d'une subvention exceptionnelle de 145 € correspondant aux frais d'assurance et du poste de secours. Monsieur le maire propose de verser 145 € au club cyclotouriste salisien. Avez-vous des questions? Donc je vais juste, vous préciser que suite à l'organisation de cette marche rose, nous allons remettre samedi matin un chèque de 4 962,90 € à la Ligue contre le cancer. Donc qui s'abstient? Pardon, avant de passer au vote, je voudrais quand même remercier l'association des cyclos pour tout le travail qu'ils ont fait. Parce que c'était pas simple, organiser une marche avec 550 personnes, donc presque une centaine de personnes de plus que l'année dernière, c'est quand même un joli résultat. En tout cas, on se rend compte que Octobre Rose prend de plus en plus et les gens se mobilisent pour ce genre de soucis. Voilà. En tout cas, merci à l'association. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Merci. Point 14. Création de 2 emplois non permanents, accroissement temporaire d'activité. Madame Isabelle Pellemange. Merci, monsieur le maire. Compte tenu du surcroît d'activité au sein des services scolaires suite à une demande de disponibilité et des services techniques suite à un départ à la retraite, monsieur le maire propose de créer un emploi d'adjoint technique à temps non complet à raison de 25,97 heures semaine pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2025. Cet emploi appartient à la catégorie hiérarchique C. Un emploi d'adjoint technique à temps complet pour la période du 1er janvier au 30 juin 2025. Cet emploi appartient à la catégorie hiérarchique C. Les emplois seraient pourvus par le recrutement d'agents contractuels en application des dispositions de l'article L332-23-1 du Code général de la fonction publique qui permet le recrutement d'agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale cumulée de 12 mois par période de 18 mois consécutifs. Les emplois pourraient être dotés du traitement afférent à l'indice brut 367. Monsieur le maire sollicite l'autorisation du conseil municipal pour la création de ces 2 emplois d'adjoint technique dans les conditions précitées et la signature des contrats de travail. On précise que les crédits sont prévus au budget de l'exercice. Avez-vous des questions? Qui s'abstient?
Qui est contre? Je vous remercie. Merci. Point suivant, numéro 15. Adhésion à la convention de participation, adhésion facultative au centre de gestion 64 qui concerne la protection sociale complémentaire et la prévoyance. Monsieur Morlas Bernard. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle que la réglementation en vigueur prévoit la participation financière obligatoire des employeurs publics territoriaux de leur établissement à la couverture de leurs agents en matière de prévoyance, maintien de la rémunération à partir du 1er janvier 2025. Les modalités de mise en œuvre de cette participation sont précisées par ordonnance et par décret. Décret numéro 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents. Ordonnance numéro 2021-174 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique. Décret numéro 2022-580 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement. Monsieur le maire expose que le Centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques a lancé une consultation mutualisée au niveau de la coopération régionale des CDG de la Nouvelle-Aquitaine en vue de conclure une convention de participation à l'adhésion facultative des collectivités et des agents couvrant le risque dit prévoyance. À la suite de cette consultation, le Centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques, après avoir recueilli l'avis favorable du CST intercommunal du 27 juin 2024, après avoir délibéré délibération numéro DG 8-280624 du 28 juillet 2024, a souscrit le 11 juillet 2024 une convention de participation pour le risque prévoyance auprès de la Mutuelle nationale territoriale MNT, ayant comme courtier Reliens pour une courtier Reliens pour une durée de 6 ans. C'est ce qu'il y a. Cette convention prend effet le 1er janvier 2025 avec échéance le 31 décembre 2030. Les collectivités peuvent adhérer librement à cette convention à compter du 1er janvier 2025 et tout au long de la convention. Cette adhésion, ainsi que le montant de la participation financière de la collectivité, doivent être décidés par délibération après avis du CST compétent. Il appartient à chaque agent de la collectivité décidé d'adhérer par contrat individuel garanti et taux proposés auxquels il souhaite souscrire dans le cadre de cette convention de participation avec à minima les garanties obligatoires, incapacité et invalidité. Il est rappelé que la participation financière de la collectivité doit être attribuée de manière exclusive à une seule modalité de participation. Ainsi, si la collectivité décide de souscrire à la convention de participation du CDG 64, sa participation financière ne pourra être versée au contrat des agents adhérents à cette convention. Elle ne pourra pas, ou plus, être allouée à des contrats individuels souscrits auprès de prestataires labellisés. Monsieur le maire propose donc d'adhérer à la convention de participation à adhésion facultative pour le risque prévoyance, conclue entre le Centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques et la Mutuelle nationale territoriale MNT, c'est comme tout à l'heure, ayant comme courtier Reliens, à effet du 1er janvier 2025, de signer la convention d'adhésion à la convention de participation du CDG 64 et tout acte en découlant, d'accorder de manière exclusive sa participation financière aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi qu'aux agents contractuels de droit public et de droit privé. Attendez, je me suis pris la feuille. L'activité, il y a le contrat. Attaché à la convention. Attaché à la convention de participation, oui, je changer de feuille. Attaché à la convention de participation portant sur le risque prévoyance du CDJ 64, quel que soit leur temps de travail au sein de la collectivité, de fixer le niveau de participation financière de la commune à hauteur de 15 € bruts, comme la CCBG et le CCAS, par agent et par mois, dans la limite de l'intégralité de la cotisation de l'agent. La participation est versée directement à l'agent par le biais de son bulletin de salaire. D'abroger la délibération numéro 2022-64 en date du 14-12-2022
Concernant la participation employeur pour le risque prévoyance, de préciser que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. Monsieur le maire sollicite l'avis du conseil municipal, mais d'abord je sollicite votre avis. Avez-vous des questions? Il est bon de préciser que ce sujet a été évoqué en CST avec l'ensemble du personnel et que certains ont déjà pris, même Boirec le confirme, les orientations sur leur choix au niveau de ce mode de prévoyance. Chacun ayant eu tous les atouts et toutes les opportunités de s'exprimer, de poser des questions qui vous. Avez-vous des questions sur ce sujet? Non. Eh bien, on va passer au vote, je vous en remercie. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Point suivant, renouvellement du contrat au groupe d'assurance statutaire 2026, mandat au CDG 64. Monsieur Moraz, vous pouvez continuer. D'accord. Oui. Monsieur le maire, je vous remercie encore une fois, expose les éléments suivants. Les collectivités locales et établissements publics doivent verser obligatoirement aux agents les traitements et ou frais médicaux en cas d'accident de travail, des indemnités journalières en cas de maladie et de maternité, un capital en cas de décès. Les collectivités peuvent s'assurer contre ces risques dits statutaires pour le personnel territorial par le biais d'un contrat d'assurance. Les centres de gestion peuvent proposer des contrats groupes d'assurance dits statutaires et garantissant les collectivités territoriales et les établissements publics adhérents contre les risques financiers découlant de leurs obligations statutaires en cas de décès, d'accident de travail, de maladie professionnelle, de congé de longue maladie, de congé de longue durée, de maladie ordinaire, maternité. Outre le respect des règles de la commande publique, cette démarche collective permet une mutualisation des risques et d'obtenir ainsi des taux de garantie financière attractifs. Le centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques envisage de renouveler ses contrats groupes après une procédure de mise en concurrence. Il est rappelé que la collectivité a adhéré au contrat groupe d'assurance statutaire mis en place par le CDG 64 pour la période 2021-2025. Un contrat groupe concernant les risques liés aux fonctionnaires territoriaux affiliés à la CNRACL, fonctionnaires, stagiaires et titulaires effectuant au moins 28 heures par semaine, et un contrat groupe concernant les risques liés aux agents relevant du régime général et affiliés à l'IRCANTEC, fonctionnaires, stagiaires et titulaires effectuant moins de 28 heures par semaine et contractuels de droit public. Monsieur le maire expose l'intérêt de se joindre à la procédure de mise en concurrence effectuée par le CDG 64, car la commune est soumise à l'obligation de mise en concurrence de ses contrats d'assurance. Le mandat donné au centre de gestion permettrait à la commune d'éviter de conduire sa propre consultation d'assurance et permet au CDG 64 de négocier pour son compte des contrats groupes d'assurance statutaires auprès d'entreprises d'assurance agréées. Monsieur le maire précise qu'au vu de la consultation, la décision définitive d'adhésion au contrat fera l'objet d'une nouvelle délibération après communication des taux et conditions obtenus par le CDG 64. Monsieur le maire sollicite donc l'autorisation du conseil municipal pour donner mandat au CDG 64 afin de conduire la consultation relative au contrat groupe d'assurance statutaire. Avez-vous sur ce sujet aussi des questions? Je vous ai assommé. Eh bien, on va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Point suivant, numéro 17, mise à jour des autorisations spéciales d'absence, ASA, par Madame Ghislaine Bernard. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle que par décision du 12 avril 2023, le conseil municipal a décidé de mettre à jour le régime des autorisations spéciales d'absence conformément à la réglementation. Or, les autorisations ne sont pas suffisamment précises. Il convient d'apporter des modifications pour certaines d'entre elles. Vous trouverez dessous le tableau des modalités d'attribution.
Monsieur le maire précise que les ASA bénéficient à l'ensemble des agents publics en activité, les fonctionnaires titulaires, les fonctionnaires stagiaires et les agents contractuels soumis au décret numéro 88-145 du 15 février 1988. Les agents à temps partiel ou à temps non complet bénéficieront de durées d'absence proratisées. Le cas échéant, les agents peuvent bénéficier de délais supplémentaires à la durée de l'absence afin de tenir compte des distances entre le domicile et le lieu de l'événement. Dans ces conditions, l'octroi des délais de route est fixé comme suit. Trajet aller-retour inférieur à 300 km, pas de délai de route. Trajet aller-retour compris entre 300 et 800 km, une journée supplémentaire. Trajet aller-retour supérieur à 800 km, 2 jours supplémentaires. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point suivant, modification des temps de travail de 4 emplois inférieurs à 10% du temps de travail de l'agent. Monsieur Nicolas Ringois. Merci Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle que 4 emplois d'adjoint technique principal de 2e classe, d'adjoint d'animation principal de 1re classe, d'adjoint d'animation et d'adjoint technique permanent à temps non complet avaient été faits au sein du service scolaire par délibération du conseil municipal. Il expose au conseil municipal la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail de ces emplois afin de correspondre aux besoins de la collectivité de concorder au planning annualisé, désormais calculé sur l'année civile. Ces modifications des temps de travail étant égales ou inférieures à 10% du temps de travail initiaux des emplois et ne faisant pas perdre le bénéfice de l'affiliation à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, elles ne sont pas assimilées à des suppressions d'emplois. Je propose donc de modifier les emplois comme suit à compter du 1er janvier 2025. Alors, un pour l'emploi de l'assistante maternelle et entretien des locaux. Donc actuellement, le temps est de 34,43 heures. Donc je vais le passer à 34,5 heures. Pour le poste d'assistante maternelle et entretien des locaux, donc lui en tant qu'adjoint d'animation principale de 1re classe, de passer de 27,14 heures à 27,5 heures. Pour l'agent d'animation, de passer de 20,5 heures à 20 heures. Et l'agent de restauration scolaire, de passer de 17,4 heures à 17,53 heures. Alors, je précise que ces 4 emplois, donc ces 4 personnes travaillent à l'école et également au centre de loisirs, et qu'il y a une concertation importante entre aujourd'hui la mairie et la CCBG pour que ces personnes aient un temps complet. C'est pour ça que monsieur le maire vous sollicite pour l'accord du conseil municipal. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui. Hier, nous avions le CST et une représentante du personnel a posé la question concernant un contrat de travail. Est-ce que vous avez pu regarder ce qu'il en était? Parce qu'il y avait 20 heures, 20,5 en partie, en partie la mairie, l'école, et à 15 heures la CCBG. Donc voilà. Vous devez regarder ce qu'il en était. On a regardé en partie, mais je pense qu'il y avait une confusion entre le 20,3 et le 20,5. Oui. Les heures converties en centièmes. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Après, l'agent reste à temps complet, il n'y a pas de souci. Oui. Mais après, il faut qu'on vérifie quand même ce qui a été réellement payé à l'agent par rapport à son planning. Voilà. Donc ça, on n'a pas eu le temps de regarder. Donc, on voit le Oui. Ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je passe au vote. Qui s'abstient? Alors, je m'abstiens pour le voilà. 2. 2. Qui est contre? Je vous remercie. Merci. Point suivant, 19. Révision du RIFSEP, IFSE et CIA. Monsieur Minard. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, les RICEP,
a été mis en place au sein de la collectivité par délibération numéro 2016-113 du 15 décembre 2016 et qu'il fait l'objet d'une révision tous les 4 ans. La dernière révision ayant été adoptée par délibération numéro 2021-20 du 15 décembre 2021, il convient de procéder à sa révision pour une application à compter du 1er janvier 2025. Monsieur le maire propose d'accepter la projet de délibération joint en annexe et présenté au CST du 11 décembre 2024. Avez-vous des questions sur ce sujet? Non. Je vous remercie. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point suivant, décision modificative numéro 3 concernant la commune, Madame Ricapé. Non, c'est Monsieur Minard. Pardon, j'ai sauté l'indice pour la filière police municipale. Monsieur Minard, pardon. Mise en place de l'ISFE pour la filière police, exclue du RICEPS jusqu'à présent. Monsieur le maire rappelle que le décret numéro 2024-614 du 26 juin 2024 institue la possibilité pour les collectivités territoriales de délibérer une indemnité spéciale de fonction et d'engagement, ISFE, pour les agents relevant des cadres d'emploi de la filière police municipale. L'ISFE vient remplacer l'indemnité spéciale de fonction, ISF, et ne pas confondre avec l'impôt sur la fortune, et l'indemnité d'administration et technicité, IAT, dont bénéficient actuellement les agents de la filière police municipale, qui seront abrogés à compter du 1er janvier 2025. Bon, les agents ne perdront pas d'argent et n'en gagneront pas beaucoup plus avec ces modifications. Monsieur le maire propose d'accepter le projet de délibération joint en annexe et présenté en CST du 10 décembre 2024. Avez-vous quelques questions? Non? Je vous remercie. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, monsieur le maire. Merci. C'est le bon. Le point numéro 21, décision modificative numéro 3 concernant la commune, Madame Ricapé. Merci. Afin d'ajuster les crédits budgétaires, Monsieur le maire propose au Conseil municipal d'adopter la décision modificative suivante. En section de fonctionnement, donc il s'agit d'ajustement d'amortissement. Pour faire simple, je vais juste vous lire le nom des articles, le chapitre et la fonction. Donc, article 023, virement à la section d'investissement en dépenses 7 922 €. Article 739, 2221, FPIC, c'est le fonds de péréquation intercommunale en dépenses 6 200 €. Article 732, 2221, toujours pareil, FPIC en recettes, donc 6 200 €. Article 6811, dotation aux amortissements en dépenses, 7 922 €. Donc, pouvoir montant global de 6 200 €. Au niveau de la section d'investissement, article 2313, construction, donc en dépenses, moins 89 790. Article 021, virement de la section de fonctionnement, en recettes 7 922 €. Article 21316, équipement du cimetière en dépenses 25 230 €. Article 2151, réseau de voirie en dépenses 810 €. Article 2313, construction en dépenses 62 650 €. Article 2188, haute mobilisation corporelle, 1100 € en dépenses. Article 28 128, autres agencements et aménagements en recettes 360 €. Article 281 316, équipement du cimetière en recettes 6 623 €. Article 281 841, matériel de bureau et mobilier scolaire en recettes 156 €. Article 281 88, autres en recettes 763 €. Tout ça réellement 783. Ah oui.
D'accord. Tout ça pour un total de 0. Est-ce que vous avez des questions? Les détails, Monsieur Bénin. Juste sur les équipements du cimetière, là, vous pouvez me dire ce que c'est? C'est la reprise des concessions. Le surplus de coût de la reprise des concessions. Et la construction, 62 000. C'est le mur de soutènement à Saint-Vincent. Et si vous voulez, le 1100 €, c'est le groupe électrogène. On a acheté un groupe électrogène par rapport aux derniers événements climatiques qu'il y a eu. On s'est rendu compte que quand on est arrivé à la salle de Mosqueros, les personnes que l'on avait mis en sécurité là, il n'y avait pas de chauffage. Donc avec le petit groupe qu'il y avait, qui existait, qui était vieux, c'était pas suffisant. Donc il fallait les rapprocher. Donc on a décidé de faire un investissement sur un groupe électrogène digne de ce nom. Donc nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Merci. Donc on va passer aux informations, aux questions diverses. Donc je vais vous faire un petit résumé du comité de suivi que l'on fait au niveau de l'association des maires du département 64 par rapport aux intempéries qu'il y a eu dans la vallée d'Aspe. Donc à ce jour, nous avons collecté une somme de 136 470 €. On attend environ à peu près 30 000 € qui sont des opérations qui sont en cours de réception, mais des libérations non reçues ou pas mandatées. Donc, en gros, ça va se répartir de la façon suivante. Pour la commune de Borse, il y aura 34 117,50 €. Pour la commune de Sepeguen, il y aura la même somme, 34 117,50 €. Et pour Etzot, il y aura 34 117,50 €. Et la même chose pour la dernière commune qui est Urdos. Voilà. Donc ces sommes, c'est toutes les collectivités du département qui se sont associées et quelques privés qui ont donné de l'argent pour soutenir ces communes qui ont été ravagées au dernier événement climatique. Voilà. Et la route du Somport devrait ouvrir très rapidement. Ça, c'était la première information. Deuxième information, donc, pour vous dire qu'on a adopté le document unique d'évaluation des risques professionnels en CST lors du 23 octobre. C'est un document qui est fait qui régit un petit peu toutes les façons que le personnel doit faire pour travailler en sécurité et que nous, communes, nous devons mettre en place pour les aider à être en sécurité. C'est une obligation de la loi depuis... Tout à fait. Donc il a été retravaillé intégralement parce qu'il n'était pas à jour, pas suivi. Là, je me doute qu'il soit suivi, parce que j'ai déjà vu des choses qui ont été faites depuis. Il est suivi. Les agents doivent être informés. Ils sont informés, ils sont informés, mais déjà j'ai pu voir 2 ou 3 choses qui n'ont pas été suivies. Mais ça, c'est autre chose. Je les ai responsabilisés, je leur ai dit. Et nous avons effectué des recrutements au niveau des services techniques, un aux espaces verts, un au bâtiment. Et à l'école, on a un remplacement temporaire pour une demande de disponibilité d'une personne en cuisine. Donc voilà, ça, c'était les informations. Pardon ? Oui. Et nous avons embauché un gestionnaire RH qui s'appelle Loïc Da Silva depuis le 1er novembre, depuis le 2 novembre. Et à ce jour, nous en sommes satisfaits. On va passer aux questions diverses. Donc j'ai reçu la première question diverse du groupe Sali Soccer. Donc je vous laisse la parole. Puisque vous avez demandé à faire comme M. Denis, il n'y a aucun problème. Donc je vous laisse la parole. Merci Monsieur le maire. Monsieur le maire, il semble que la communauté de communes ait décidé d'interrompre en janvier 2025 le service de ramassage de cartons auprès des commerçants et artisans. Une mesure qui risque de mettre en difficulté un grand nombre d'entre eux. Ce service est essentiel pour soutenir nos commerçants locaux, déjà confrontés à des défis économiques importants jusqu'à la reprise de l'activité thermale en mai prochain. Dans ce contexte, nous nous interrogeons sur les actions de la municipalité à ce sujet. Quelles démarches ont été entreprises pour défendre les intérêts de nos commerçants auprès de la communauté des communes?
Et si, à ce jour, aucune action concrète n'a été engagée, quelles mesures envisagez-vous pour accompagner ces professionnels dans la gestion de leurs déchets à l'avenir? Ok. Bon, je regrette que M. Saint-Cloud ne soit pas là, puisque j'aurais répondu, mais je vais faire une réponse que j'avais préparée. Il me semble que cette question a été posée conjointement avec Karine Sariquet, M. Saint-Cloud et moi-même lors d'une réunion des vice-présidents de la communauté des communes et que M. Haribert Daniel, vice-président en charge du traitement des déchets, vous a répondu. Je vais vous rappeler le contexte. Jusqu'au 31/12/2024, ce service est un cadeau texto de M. Haribert, offert à tous les commerçants qui soient sédentaires du marché ou occasionnels. Cela représente un coût d'environ de 67 000 € pour la communauté des communes. Cette dernière cherche à faire des économies. Ce service, malheureusement, n'existera plus au 1er janvier 2025. Cela veut dire que les commerçants seront amenés à porter leur carton directement à la déchetterie de Castagnède ou de Sauveterre, comme le font tous les administrés et bien d'autres commerçants. Parce que ça touche beaucoup les commerçants du Baya. Il faut être précis là-dessus. Nous avons envoyé un mail à la CCBG afin de connaître l'impact de la commune de Saly sur l'ensemble du coût total. À ce jour, nous avons reçu une réponse très partielle et très approximative de Madame Sylvie Lacroutz, et je vais vous en lire les faits. Il manque les frais fixes de structure, c'est-à-dire les frais de personnel, de véhicules et de gazole au prorata du temps et des kilomètres. Le montant communiqué est de 2 700 €. Ça, c'est la réponse que nous donne Sylvie Lacroutz. Elle nous dit: je n'ai pas le volume exact, mais nous estimons environ 4 mètres cubes car nous effectuons la collecte en fourgon. Nous avons 2 agents pendant 1 heure en moyenne, temps aller-retour et vidage à la déchetterie compris, et des fois des pics à 1h30 l'été, voire un peu plus, nombre d'exposants beaucoup plus important. Donc on voit que ça concerne que le Baya et les commerçants du Baya. Je vous laisse estimer en fonction, c'est ce qu'elle me dit, je vous laisse estimer en fonction du coût et des agents et du véhicule que vous souhaitez utiliser, un plateau pourquoi pas, ainsi que la consommation de ce véhicule. Alors moi je me suis attelé au calcul pour donner un ordre d'idée et voir combien ça coûtait. Après un calcul concernant le temps de travail, donc j'ai calculé sur les 52 semaines, 40 semaines à 1 heure, donc 1 heure x 2, et 12 semaines à 1h30 x 2. On arrive à un coût à 3 800 €, auquel il faut ajouter les 2 700, et concernant la consommation et l'utilisation du véhicule, 2 500 € sans tenir compte de l'amortissement, donc ce qui fait un total de 9 000 € pour ce service, qui est un service public sur lequel on n'est pas en réglementaire. Donc nous allons modifier, première chose, concernant la commune, nous allons modifier le règlement du marché, imposer à tous les abonnés passagers du marché de reprendre tous les encombrants et déchets de leur stand. C'est ce qui se fait dans les autres marchés, donc nous, on va l'appliquer aussi avec le nouveau règlement dès le début d'année. Ensuite, il nous est, comme je vous l'ai dit précédemment, il nous est difficile de continuer ce service par le biais de la mairie, sachant que tous les commerçants extérieurs à la place du Baya traitent eux-mêmes leurs encombrants et leurs cartons, et si nous choisissons de faire ce service, le coût exploserait. Car il serait inconcevable de faire juste pour ceux de la place du Baya, ceux du marché, et pas tous les autres. Donc on ferait des choses anormales. Donc nous avons aussi, avec Karine, même M. Saint-Cloud, Karine Sariquet, Laurent et moi-même, nous avons porté la voix des commerçants, car certains d'entre eux sont prêts à payer ce service. Donc, quand on est prêt à payer ce service-là, pour nous, il nous est impossible de le proposer, car il existe des entreprises qui sont sur le territoire, qui travaillent déjà pour certains de ces commerçants. On leur a donné d'ailleurs les noms de ces services. Donc par contre, je suis avec mon équipe en train de travailler sur une stratégie afin d'aider nos commerçants locaux. Mais je ne peux pas vous en dire plus à l'heure actuelle. Je reviendrai vers vous en temps et en heure pour vous expliquer quelle est cette stratégie. Voilà. Mais on s'occupe des commerçants le mieux possible, pas pour le traitement, parce que c'est compliqué et c'est un peu hors jeu. Voilà, tout simplement. Mais on est en train d'essayer de mettre en place une stratégie pour faire reconnaître nos commerçants différemment. Ça, c'était la première question. Monsieur Lévy. Une première question. Bilan des inondations du 17 octobre 2024. Monsieur le maire, quel bilan tirez-vous des inondations du 17 octobre 2024 ? Avez-vous des résultats chiffrés ?
Quels sont les points positifs que vous retenez? Quels seraient les points à optimiser? Le DICRIM, document d'information communale sur les risques majeurs, est-il adapté et connu de toutes les Salysiens-Salysiennes? Même question pour le PCS, plan communal de sauvegarde. Enfin, hormis les débordements du Salais, on peut aussi observer les ruissellements importants que le sol ne peut absorber. Les travaux réalisés après 2018 place du Temple et rue du Lavore donnent-ils satisfaction? Donc, moi je vais répondre, c'est une question en deux parties. Il y a une première partie que je vais répondre jusqu'au plan communal de sauvegarde et la deuxième partie, ce sera M. Dupoy qui répondra. Donc, le bilan, 58 sinistrés déclarés, donc soit 18 commerçants et 37 privés. Concernant les DICRI, PCS, toutes les informations sont sur le site de la mairie, déjà communiquées sur notre Salismag numéro 4 du mois de mars 2023, et nous allons refaire d'ailleurs une communication sur le prochain. Nous allons également distribuer par les services de la police municipale la copie du cahier qui était détachable de ce numéro à tous les commerçants de la zone PPRI, qui soient au courant de comment ça se passe. Et comme ça, ils ne pourront pas dire qu'ils ne l'ont pas eu. Donc on va leur donner, et ça va être la police municipale qui va le remettre à chacun d'entre eux. Comme ça, après, on ne pourra plus entendre des mensonges comme quoi ils ne l'ont jamais eu. Le déclenchement du PCS a été fait pour la première fois, et les enseignements que l'on en tire et que la gestion de ce dernier a été globalement positive. Très bonne coopération avec la préfecture, Madame la sous-préfète, les pompiers de Salis et le SDIS en général, sans oublier les services de gendarmerie avec le commandement de brigade qui était là en direct, d'Orthez. 2 points ont été faits sur Salis concernant en lien direct, en visio, avec tous les services départementaux de sécurité. Nous avons fait un point à 11h le matin pour voir l'état, la météo. Donc on avait la préfecture, le préfet, les 2 sous-préfets de Pau, de Bayonne, puisque la sous-préfète d'Oloron était dans nos murs. On avait le commandement du SDIS, le lieutenant-colonel, le commandant. On avait les services de gendarmerie présents, le commandant Gallier qui était présent, le matin à 11h et le soir à 16h. Et nous étions en lien avec tous les services des préfectures, la météo, ainsi de suite, parce qu'on était sur le point central, mais on était aussi sur tout le département. Donc on a pu travailler en bonne intelligence là-dessus. Mais comme pour tout, il y a des petites choses, quelques petits détails à améliorer dans l'organisation pour faciliter les décisions et surtout les actions. Je vais vous en donner quelques petits exemples. Déjà, c'était, parce qu'on a fait un compte rendu courant novembre, on a fait une réunion avec tous les responsables et les gens qui ont participé à ces diverses cellules concernant ce plan communal de sauvegarde. Donc, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on dispose d'une carte générale pour voir quand on mettait des barrages, où c'est qu'on les mettait, et quand l'eau descendait, quand c'est qu'on pouvait les enlever et à quel niveau. Donc tout ça, on a commandé ce qu'il fallait, et ça nous permettait de faire un suivi, de lever les barrages, et non obligé de passer, faire le tour et dire il faut enlever, il faut enlever, il faut enlever. On peut le faire du poste de commandement. Le poste de commandement, pour info, que c'est le maire qui l'occupe. Ensuite, adapter des arrêtés municipaux afin de faciliter la réglementation concernant le domaine public. C'est-à-dire, même en période de crise, on ne peut pas verbaliser les véhicules qui forcent les barrières qui sont posées par les agents communaux. Il y a des gens qui se sont amusés à passer les barrières, à éclabousser, parce qu'ils avaient de grosses voitures, ils s'amusaient à faire des jets d'eau. Certains commerçants n'ont pas été inondés par l'eau, mais ont reçu des flaques d'eau sur toutes les fenêtres, toutes leurs vitrines. Donc, on travaille là-dessus pour se couvrir, pour faire une réglementation et des arrêtés municipaux là-dessus, pour pouvoir faire des verbalisations. Notamment, ensuite, notre point qui était important, c'était la gestion des clés de la base de Mosqueros. Mosqueros dépend de la CCBG, donc la commune n'a pas les clés. Il a fallu aller les chercher. C'est moi-même qui suis allé, alors que ce n'était pas mon rôle. Donc tout ça, on essaie de l'organiser avec la CCBG pour soit avoir un double ou quelque chose, qu'on puisse se mettre d'accord. Un équipement de matériel, on en a parlé, de 1100 € avec l'achat du groupe électrogène. On va lancer une communication sur les protections obligatoires des particuliers et commerçants qui sont dans la zone inondable. Donc on a parlé du fonds Barnier avec 2 réunions qui ont été faites en 2 journées pour recevoir les personnes intéressées en mairie. Pour info, on en a eu très peu.
Et concernant la deuxième partie, c'est-à-dire on a fait 2 permanences ouais. qui étaient annoncées partout dans les communications. Et nous avons eu 7 le premier et 4-5 le lendemain, l'autre jour. Voilà. Ouais, bon, je pense qu'il faut le renouveler assez souvent. Oui, mais bon. Ça prend du temps, mais bon. Ça prend du temps. Mais les gens qui étaient là ont pu discuter, ont pu voir ce qu'il fallait faire, et ils ont compris. Donc, il y en a même certains qui se sont proposés de le dire aux voisins, et ainsi de suite. Bon, voilà. Et on va relancer, comme je vous ai dit, à travers cette communication, envoyer toutes les infos dans chaque commerçant, recommuniquer sur le prochain Salismac, là-dessus, il y a des choses à faire. Maintenant, je laisse la parole à M. Dupuy, qui va vous répondre, M. Benigui. Alors, oui, concernant la dernière partie de la question, donc concernant les travaux réalisés place du Temple et rue du Lavoir, ces travaux étaient la remise en état des voiries post-crue 2018. Et lors de ces travaux, comme pour les bâtiments concernés par les travaux post-inondation, nous avons profité de faire des travaux pour procéder au réaménagement de surface et à la sécurisation des lieux. Concernant les problèmes d'écoulement, parce que vu la question qu'on m'a tournée, je suppose que vous faites référence au problème d'écoulement des réseaux sur ce secteur-là. Concernant les problèmes d'écoulement, les études ont montré que les problèmes d'écoulement des réseaux d'assainissement sur ce secteur sont dus au caractère unitaire des réseaux d'assainissement au centre-ville, c'est-à-dire que les eaux usées et les eaux pluviales sont mélangées avec des principes de déversoir de ces réseaux unitaires dans des réseaux spécifiques EP qui vont vers le Salaïs lors d'épisodes d'inondation. Les études hydrauliques menées sur ce secteur n'ont rien proposé pour améliorer les écoulements car les connaissances des existants sont insuffisantes sur ces secteurs. Espérons que le futur schéma directeur d'assainissement permettra de mieux identifier les problèmes et de proposer des solutions. Dans ces conditions, et considérant que les travaux de 2021 n'avaient pas pour vocation d'arranger les écoulements, ils donnent satisfaction. Il n'empêche que, effectivement, je rejoins ce qu'a dit Thierry précédemment, concernant les solutions qu'on peut apporter sur ces secteurs-là aux gens qui se retrouvent inondés. Effectivement, la réponse qu'il faut leur porter, c'est que malheureusement, pour le moment, sur ces secteurs, il faut qu'ils procèdent à des défenses individuelles sur chaque habitation, et qu'à titre collectif, il n'y aura pas possibilité rapidement de proposer des choses qui amélioreront la situation. Deuxième question, M. Benigui. Pardon, une question à M. Dupuy. Il y a d'autres zones de vigilance dans Salis concernant, parce que je pas loin, c'est pour ça, concernant le chemin du Palu, juste après le pont, chaque fois il y a des zones comme ça qui chaque fois débordent et c'est pas dû au baignement, c'est des eaux de ruissellement. Il y a quelque chose, on peut voir, il y a quelque chose à voir ou c'est. Chaque fois, il y a un problème. Il y a des zones, c'est toujours. Non, mais bien sûr, mais chaque lieu est unique et sur certains points, on peut apporter des solutions, sur d'autres, on ne peut pas. Il y a quelques points particuliers qui ont été réglés, notamment rue de Sauveterre là-bas, il y avait des problèmes au niveau de la Croix de Begmo par exemple. On a fait des choses, force est de constater à l'épisode d'octobre, ils n'ont pas été endommagés. Donc il y a forcément des points d'amélioration ça et là. Après c'est pas l'objet aujourd'hui un conseil municipal de débattre de chaque point particulier. Mais je vous invite à prendre attache avec moi, on peut aller voir particulièrement certains points si vous en connaissez des points particuliers. Mais je n'en ai pas dit, ça fait partie. Mais c'est le point bas. Voilà, ça fait partie des points qu'on va aller voir. C'est toujours les mêmes. Et là, le Begmoun, je pense. Oui, c'est le Begmoun qui croise. Voilà, et il n'avait pas débordé, c'était pas débordé. Et c'est du ruissellement et c'est toujours les mêmes, c'est toujours les habitants qui sont après impactés. Oui. Donc, si on peut. On est sur la descente de Bellecave. Oui, voilà. Si on peut apporter quelque chose. Voilà. Okay. Monsieur Benigui, deuxième question. Merci. Deuxième question, France Terre.
Monsieur le maire, lors de la récente venue de M. Serafini, 12 novembre 2020, aucun échange public n'a été favorisé et pourtant deux questions importantes se posent autour de ce projet, celle de l'emploi et celle des rejets de l'établissement thermal. Pour l'emploi, qu'en est-il des 35 nouveaux emplois ETP prévus sur le resort? Est-ce uniquement après réalisation des travaux sur l'hôtel de France et d'Angleterre? Pour les rejets de l'établissement thermal, pourriez-vous nous rappeler le traitement et la qualité des eaux de rejet actuelles de l'établissement thermal avant transfert à France Therme? Aucun traitement particulier n'a été évoqué lors de la dernière présentation des travaux ou n'était visible sur les plans exposés. Pourtant, l'accroissement de la fréquentation va générer des volumes de rejet plus importants. Comment seront-ils traités avant relargage dans le Salé? Y a-t-il eu dialogue avec les acteurs locaux et les autorités, mairie, ARS, sur les éventuels impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique? S'agissant d'un projet privé, mais qui impacte directement la vie de la commune, et si vous n'avez pas tous les éléments de réponse, pouvez-vous vous engager à interroger M. Serafini sur ces deux points? Merci par avance. Donc, M. Benegui, il me semble que vous étiez présent le 12 novembre, lors de la présentation faite par M. Sylvain Serafini, après la visite au chantier, et de l'exposé, ce dernier a demandé à l'Assemblée présente... Tout de suite, il n'y a eu aucun échange public. Vous me donnez la parole, je vous dis ce qui s'est passé. Après la visite du chantier et de l'exposé, ce dernier a demandé à l'Assemblée présente s'il y avait des questions. Donc je m'étonne. Pas du tout. Pardon? Bah, vous avez été le seul à pas entendre alors. Hein? Non. Monsieur Serafini a posé, est-ce que vous avez des questions? Non, je ne suis pas le seul. Il n'y a pas eu la parole, j'avais mes questions, monsieur le maire. Je peux vous dire qu'on n'a pas eu la parole. Le dernier slide, c'était maintenant on va prendre un verre. Donc, des gens, des journalistes qui étaient présents, je vous assure qu'à aucun moment la parole n'a été donnée à l'Assemblée. Bon, pour moi, bon, mais bon, c'est pas. Bon, en tout cas, je vais vous. Excusez-moi, mais. Ouais. Non, vous rectifiez, mais pour moi, il y avait eu un échange, mais bon, c'est pas trop grave. Donc, j'ai contacté M. Serafini, puisque je n'avais pas les réponses, puisque c'est du domaine privé, comme je vous ai dit. Hein. Donc, je vais vous lire exactement nos échanges. Bonjour Sylvain, je viens de te laisser un message sur ton portable. Tu trouveras en pièce jointe les questions diverses de M. Benegui. Peux-tu me répondre sur la deuxième question? Parce que je lui ai envoyé le pavé. Hein. Avec mes remerciements, bien amicalement, Thierry Cabane. Sylvain Serafini me répond. Oui, parce que je l'ai eu au téléphone. Donc, et il me répond après en me disant: Monsieur le maire, cher Thierry, j'accuse réception de ton mail comportant une question destinée à France Therme pour le conseil municipal du 11 décembre prochain. Compte tenu de la proximité de la date et de mon emploi du temps et celui de mes équipes, il ne me sera pas possible de formuler une réponse avant cette date. Je m'engage à apporter les éléments de réponse attendus pour le début d'année si cela s'avérait toujours nécessaire. Donc, je valide. Je lui repose ces mêmes questions pour le prochain conseil municipal. Merci. On est d'accord? Voilà. Par contre, excusez-moi, il y a une partie de la question, c'est sur les traitements actuels avant session à France Therme. Mais avant France Therme. Session à France Therme. Mais c'est avant 2021. Hein? Oui, mais c'est connaître la qualité des rejets. Mais à l'époque, au niveau de la Seine, Catherine de Bourbon, tout avait été fait, tout était bon, puisqu'on a eu tous les accords pour pouvoir faire la session, puisque tout était aux normes, puisqu'il y a eu un investissement, je ne vais pas dire de bêtises, qui a été fait à l'époque, c'est Mme Manesco qui s'en était occupée, pour stocker et diluer les eaux dans le Salé suivant les quantités d'eau qu'il y avait. Voilà. Moi, c'est les infos que j'ai qui datent de 2021. C'est tout. Donc c'est pas aux normes. Ça, c'est votre conclusion. C'est pas aux normes, non, mais répondez à la question, c'est pas aux normes. Mais pour moi, c'était bon, puisqu'on a eu les autorisations de l'ARS pour pouvoir faire la vente. Autrement, ça n'aurait pas pu être fait si ce n'était pas aux normes. Troisième question, M. Benny. Troisième question. RPQS, rapport sur le prix et la qualité du service de gestion et prévention des déchets ménagers et assimilés. Monsieur le maire, en 2023, vous n'avez pas soumis à ce conseil municipal le RPQS pour l'année 2022. Aujourd'hui se tient certainement le dernier conseil municipal de l'année 2024.
et vous ne nous soumettez pas le RPQS pour l'année 2023. Il serait pourtant enrichissant d'échanger au sein du conseil municipal sur la question de ces déchets, leur gestion et la prévention. Comment expliquez-vous cette situation? Alors, donc, dès que j'ai reçu vos questions, j'ai contacté la CCBG car nous n'avions pas reçu le rapport de 2023. Donc, ils me l'ont adressé hier après-midi. Hier, dans l'après-midi, c'était 16h à peu près. Donc, moi, je l'ai ici. On ne peut pas en parler puisque personne ne l'a eu. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous l'envoyer par mail dès demain. Et concernant les autres, nous n'avons aucune trace. Donc, j'ai demandé de savoir sous quelle adresse cela nous avait été envoyé. Voilà, je n'ai pas de réponse pour le moment. Voilà les choses, M. Bonigny, ce que je peux vous donner aujourd'hui. Et je pense que si on ne l'avait pas demandé, parce qu'il date du mois d'octobre, ça a été voté au mois d'octobre au niveau de la communauté des communes. Donc, normalement, les élus de la communauté des communes doivent l'avoir, ce rapport. Mais nous, on ne l'avait pas reçu en mairie. Donc, c'est pour ça que je l'ai demandé et on l'a reçu que hier. Voilà. Donc, vous souhaitez que je vous l'envoie? Ah ben, je ne sais pas, je vous pose la question. Moi, oui, mais voilà. Tout le monde est intéressé. Enfin. Et les autres élus, ceux de la communauté des communes l'ont reçu, donc on peut l'envoyer à tout le monde. C'est bon? On valide ça? Madame Borette, vous notez pour l'envoyer à tout le conseil municipal? Parfait. Donc, les questions diverses sont finies. Je tenais à vous remercier de participation, puisque c'est notre dernier conseil municipal de l'année. Si vous avez 5 minutes, vous pouvez rester, on va boire un petit coup qui est offert, il n'y a pas de souci. On dit toujours un petit coup, c'est la chanson qui le dit. Et en tout cas, je vous souhaite, pour ceux qui ne restent pas ou qui ne veulent pas boire un petit verre, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci. Merci, monsieur le maire.